Lorsque Tina Turner a rencontré Erwin Bach dans un aéroport allemand en 1985, elle ne s'attendait à rien. Juste une réunion professionnelle de plus, elle avait 47 ans, une icône mondiale en pleine reconstruction. Lui en avait 30. Réfléchi, séduisant, calme d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Ce qui a suivi n'était pas flamboyant. C'était discret, patient, authentique. Mais derrière les sourires et les décennies passées ensemble se cachaient des chagrins privés, des crises de santé dévastatrices et un acte d'amour si altruiste qu'il a presque tout coûté à Erwin. Alors quelle était la vérité derrière ce lien? Un lien qui a survécu à la gloire, à la douleur et même à la mort? La réponse pourrait vous surprendre près de 3 décennies pour que Tina dise oui. Tina Turner ne s'attendait pas à retomber amoureuse. Elle ne le voulait pas. À 47 ans, elle avait la célébrité, l'argent et enfin la liberté. Ce qu'elle n'avait pas ou ne faisait plus confiance, c'était l'amour. Puis un jour de 1985, à l'aéroport de Düsseldorf, elle croise le regard de l'homme envoyé par son label pour venir la chercher. Erwin Bach, un cadre musical de 30 ans au visage incroyablement beau et à la sérénité désarmante. Ses mains ont tremblé. Son cœur a vacillé. C'était, selon ses propres mots, le coup de foudre. Mais cela ne signifiait pas qu'elle y croyait. Pendant longtemps, Tina Turner a gardé son cœur à distance. Elle n'a pas dit oui lorsqu'il a demandé sa main, elle n'a pas précipité les choses. Elle ne savait pas si quelqu'un pouvait l'aimer sans vouloir la contrôler. Mais Erwin n'a jamais demandé de contrôle. Il a offert de la compagnie. Il a offert du temps. Il a attendu. Il a fallu presque 3 décennies, 27 ans, pour que Tina dise oui. Ils se sont finalement mariés en 2013, dans leur demeure au bord du lac de Zurich, en Suisse. Tina avait 73 ans. Erwin en avait 57. La célébration mêlait élégance et émotion. 200 invités, 70 000 roses venues de Hollande, une bénédiction bouddhiste de l'eau, une robe Armani sur mesure. Oprah Winfrey, David Bowie et Giorgio Armani étaient là présents. Mais le plus important était la compréhension silencieuse entre 2 personnes qui avaient construit un amour sans raccourci. « Nous nous accordons la liberté et l'espace pour être nous-mêmes », écrivit Tina. Le vrai amour n'exige pas que ma lumière s'éteigne pour qu'il puisse briller. Au contraire, nous sommes la lumière de la vie l'un de l'autre. Il m'a donné la vie, 2 fois. Quelques semaines après leur mariage tant attendu, Tina Turner a été victime d'un AVC. C'était soudain, terrifiant, humiliant. Un instant, elle profitait du calme de sa nouvelle vie de jeune mariée dans leur domaine suisse. Le suivant, elle était allongée dans un lit d'hôpital, incapable de marcher ou de parler clairement. À 73 ans, elle craignait que sa voix, son gagne-pain, son identité, soient définitivement perdus. Elle ne pouvait même pas se redresser. Erwin était là chaque jour. Il est devenu son aidant, son guide, son infirmier. Il la nourrissait, l'encourageait dans sa rééducation douloureuse, l'aidait à retrouver son équilibre et sa parole, et lui apprenait doucement à marcher de nouveau, un pas lent et tremblant à la fois. « Il ne m'a jamais regardé avec pitié », écrira-t-elle plus tard, « seulement avec détermination. Il croyait que je pouvais guérir. Alors, j'ai guéri. » Mais l'AVC n'était que le début. En 2016, 3 ans plus tard, Tina reçoit un diagnostic de cancer de l'intestin. Les traitements étaient brutaux, elle subit une opération pour retirer une partie de son intestin, puis commence des séances de radiothérapie. Les effets secondaires étaient constants. Nausées, douleurs, fatigue. Mais le coup le plus dur est tombé lorsque ses reins ont commencé à défaillir. Au lieu de se tourner vers la médecine conventionnelle, Tina choisit des remèdes homéopathiques. Elle y croyait depuis longtemps, et après tout ce que son corps avait traversé, elle voulait une voix plus douce. Mais ses reins continuaient de se détériorer. Les toxines envahissaient son sang. Bientôt,
On lui annonce que ses organes ne fonctionnent plus qu'à 20%. Sans intervention immédiate, elle mourrait, face à l'idée d'une dialyse à vie, ou pire. Tina commence discrètement à se préparer à mourir. Elle dépose une demande de suicide assistée dans le cadre légal suisse. « Je ne voulais pas vivre branchée à une machine », écrira-t-elle dans My Love Story. « Je n'avais pas peur de mourir. Je voulais seulement que ce soit ma décision. » C'est alors qu'Erwin est intervenu et lui a offert ce qu'aucune médecine ne pouvait offrir, l'un de ses reins. Elle fut stupéfaite. Il m'a dit qu'il ne voulait pas d'une autre femme ni d'une autre vie. Il voulait me donner un de ses reins, se souvient-elle. Ce n'était pas un geste sentimental, c'était un risque immense. Donner un rein comporte des dangers réels, douleur, suivi médical à vie et la possibilité de complications graves. Erwin n'a jamais hésité. Il avait vu la femme qu'il aimait se battre pendant des décennies et il n'allait pas la perdre, pas s'il lui pouvait encore l'aider. La greffe eut lieu en avril 2017. Pendant des heures, leurs corps ont été ouverts, leur futur littéralement relié par des tubes, des scalpels et une précision chirurgicale. L'opération réussit, non sans conséquences. Le corps de Tina a d'abord eu du mal à accepter le rein. Elle a souffert de nausées, de faiblesse et de douleurs persistantes. Son système immunitaire devait être supprimé pour éviter le rejet, et elle a enduré des mois de fatigue. Mais elle était vivante. Ce n'était pas seulement un acte médical, écrira-t-elle plus tard. C'était un acte de dévotion, silencieux, immense, profondément humain. Dans mon moment le plus sombre, lorsque j'étais prête à abandonner, Erwin m'a donné une raison de rester. L'homme qui ne lui avait jamais rien demandé, ni mariage, ni enfant, ni possession, lui avait offert le cadeau le plus désintéressé imaginable, non pas pour la retenir, mais parce qu'il ne pouvait imaginer une vie sans elle. Ce n'était pas un rein, c'était une promesse. Je te porterai si je dois. Et dans les années qui ont suivi, c'est ce qu'il a fait. Un amour sans condition. Ils n'ont jamais eu d'enfants ensemble, mais ils n'en avaient pas besoin. Au moment où Tina Turner et Erwin Bach se sont mariés, elle avait plus de 70 ans. La maternité avait déjà façonné sa vie, surtout de manière douloureuse et complexe. Elle avait 4 fils. Craig, son aîné, né d'une brève relation avec le saxophoniste Raymond L. Ronnie, son seul enfant biologique avec Ike Turner, et 2 beaux-fils, Ike Jr. et Michael, issus de relations précédentes d'Ike, que Tina avait élevés comme les siens. Mais ses relations avec ses enfants étaient marquées à la fois par l'amour et la distance, compliquées par des années de traumatisme et de tournées incessantes. Erwin n'a jamais essayé de devenir un père de substitution, ni de s'imposer dans un terrain déjà fragile. Il est devenu autre chose, de plus discret mais tout aussi essentiel. L'encre de Tina, son témoin, sa paix. Il était à ses côtés pour tout, y compris l'impensable. En juillet 2018, le premier fils de Tina, Craig Raymond Turner, est mort par suicide à l'âge de 59 ans. C'était un homme calme, décrit par les proches de la famille comme introspectif et réservé. Sa mort l'a brisé. Il avait 59 ans lorsqu'il est mort tragiquement, mais il restera toujours mon bébé, écrira-t-elle plus tard. Quelques semaines après, entourée de sa famille et d'Erwin, Tina a dispersé les cendres de Craig au large des côtes de Californie. Elle décrira plus tard ce jour comme l'un des moments les plus sacrés et les plus douloureux de sa vie. Je pense que Craig était seul. Je crois que c'est ce qui l'a atteint plus que tout, confia-t-elle dans une interview. Elle était dévastée, mais elle était restée debout. Parce qu'Erwin la tenait. À peine 4 ans plus tard, en décembre 2022, Tina a perdu son deuxième fils, Ronnie Turner. Des suites de complications liées à un cancer du côlon. Ronnie avait hérité du talent musical de ses 2 parents, mais aussi, tragiquement, d'une partie de l'instabilité qui avait hanté le passé de Tina. Malgré des problèmes de dépendance et des ennuis judiciaires, Ronnie était resté proche de sa mère durant ces dernières années. Tina a publié un hommage après sa mort. Ronnie, tu as quitté le monde beaucoup trop tôt.
Dans la douleur, je ferme les yeux et je pense à toi, mon fils bien-aimé. Et une fois de plus, Erwin se tenait à ses côtés, silencieux, inébranlable. Il l'aimait vraiment, a déclaré Wayne Lucas, son ami et styliste de longue date. Et elle le savait. C'est ce qui l'a porté durant ces dernières années. Leur maison en Suisse, le château algonquin, est devenu bien plus qu'un domaine. C'était un sanctuaire. Des murs couverts de lierre, des jardins luxuriants, un étang, un ponton. C'était l'endroit où Tina pouvait enfin simplement être ni une survivante, ni une icône mondiale, ni la reine du rock'n'roll. Juste une femme qui aimait le bruit des oiseaux, l'odeur des roses et la sensation des bras d'Erwin autour de ses épaules, tandis qu'il marchait le long du lac de Zurich. Elle avait arrêté de chanter. Elle avait cessé de se produire. Elle n'avait plus besoin des applaudissements. « J'en avais assez de rendre tout le monde heureux », confia-t-elle au New York Times. « Je ne chante plus, je ne danse plus, je ne me déguise plus. » Elle n'en avait plus besoin, plus maintenant. Car dans ce jardin, sous le ciel suisse, les pieds dans l'herbe et Erwin à ses côtés, Tina Turner avait enfin tout ce qu'elle avait toujours désiré. Un amour sans violence, une paix sans peur et un foyer où elle pouvait enfin respirer. L'ombre d'Ike Turner. Longtemps avant Erwin Bach, il y eut Ike Turner. Et pendant 16 ans, il n'y eut aucune échappatoire, Tina épousa Ike en 1962. Sur le papier, ils formaient un duo puissant. Les créateurs de l'Ike and Tina Turner Revue, l'un des spectacles les plus explosifs des années 1960 et 1970. Leur performance était volcanique. Des titres comme Proud Mary, Nutbush City Limits et River Deep, Mountain High révélaient une énergie dynamique, viscérale que le public ne pouvait qu'adorer. Ils ont brisé des barrières raciales, rempli des salles de concert et ont été nommés aux Grammy Awards. Mais alors que le monde les admirait, Tina était détruite derrière les portes closes. Le prix du spectacle, c'était la vie de Tina. Ike contrôlait chaque détail de son existence, sa carrière, son emploi du temps, ses finances, ses tenues et même son nom. Elle était née Anna May Bullock, mais Ike l'avait renommée Tina afin de posséder son identité scénique. S'il la quittait, disait-il, il prendrait simplement une autre femme et l'appellerait Tina Turner. Elle était devenue un produit et lui était son producteur, son mari et son geôlier. La violence avait commencé tôt et avait escaladé sans prévenir. Tina raconta plus tard qu'il la frappait avec des cintres métalliques, la brûlait avec du café bouillant, l'étranglait, la forçait à avoir des rapports sexuels. Une fois, il lui cassa la mâchoire avant un concert. Et elle monta quand même sur scène. « Il a utilisé mon nez comme un punching ball tellement de fois », écrivit-elle dans ses mémoires Tina en 1986, que je sentais le goût du sang couler dans ma gorge quand je chantais. L'abus n'était pas seulement physique, il était spirituel, psychologique systématique. Il surveillait son alimentation, lui hurlait des insultes en plein visage, l'humiliait devant les membres du groupe et les invités, exhibait ses nombreuses liaisons avec les Iquettes et d'autres femmes. Elle vivait dans une peur constante. Ce n'était pas de l'amour, dira-t-elle plus tard au magazine People. C'était de la possession, j'étais sa prisonnière. En 1968, Tina tenta de se suicider. Elle avala 50 somnifères avant un spectacle. « J'étais malheureuse en me réveillant », dira-t-elle plus tard. « Mais je suis sortie de l'obscurité en croyant que j'étais destinée à survivre. Je devais le faire. » Et alors, elle commença à planifier son évasion, non pas de façon dramatique, mais silencieusement, stratégiquement. Elle endura encore 8 années de violence avant de fuir en 1976, après une brutale agression sur le chemin d'un hôtel à Dallas. Elle attendit qu'Ike s'endorme, puis sortit de la chambre, portant un tailleur blanc ensanglanté et transportant 3600 et une carte mobile dans son sac. Elle courut jusqu'à un Ramada Inn, supplia qu'on lui donne une chambre, et à partir de là, recommença sa vie.
Le divorce fut finalisé en 1978. Elle ne demanda ni l'argent d'Ike, ni ses biens, ni les royalties. « Je renoncerai à tout », dit-elle à son avocat. « Laissez-moi seulement garder mon nom. » Ce nom, Tina Turner, était tout ce qu'elle avait. C'était à la fois une marque et une cicatrice. Même après s'être réinventée en star solo et avoir vendu plus de 100 millions de disques, le monde refusa de lâcher l'histoire de son abus. Les intervieweurs la ramenaient constamment, sur les plateaux de télévision, dans les magazines, lors des cérémonies. Même au sommet de son retour avec Private Dancer en 1984, les titres revenaient toujours à la même question. Et Ike? D'abord, elle fut polie, puis frustrée, puis épuisée. « Je n'aime pas que l'on en parle tout le temps », dit-elle dans une ancienne interview incluse dans le documentaire HBO Tina. « Je n'ai même pas regardé le film sur ma vie, je n'ai pas besoin de le voir, je l'ai vécu. » Sa douleur était devenue un bien public, même lorsqu'elle chantait des hymnes d'émancipation comme « What's Love Got to Do With It » et « Better Be Good to Me », elle portait un fantôme, et il hantait ses nuits. Dans le documentaire, Erwin Bach révèle que même des décennies plus tard, Tina se réveillait en tremblant, revivant ses soirées. « C'est comme les soldats qui rentrent de la guerre », dit-il. « Vous essayez d'oublier, mais la mémoire ne vous oublie pas. » Ike Turner est mort en 2007. Tina n'a pas assisté à ses funérailles. Elle a très peu commenté publiquement, mais en privé, elle avait déjà accompli le travail le plus difficile. Elle l'avait pardonné. Pas pour lui, mais pour elle. « C'était lâcher prise », dit-elle. « Car c'est vous que ça détruit. En ne pardonnant pas, vous souffrez. Vous y pensez encore, et pourquoi ?» Sa foi bouddhiste lui avait apporté cette clarté. Elle avait commencé à pratiquer dans les années 1970 et attribuait le chant de Nam Myoho Renge Kyo à la force intérieure qui lui avait permis de quitter Ike et de reconstruire son identité. À chaque chant, disait-elle, elle récupérait un morceau de sa dignité. Le dernier chapitre. Tina Turner est morte le 24 mai 2023, à l'âge de 83 ans. Tirant le rideau sur une vie qui n'avait rien eu d'ordinaire. À ce moment-là, elle avait survécu à ce qui aurait brisé la plupart des gens plusieurs fois. Elle avait enduré un AVC qui lui avait temporairement enlevé sa mobilité, un cancer qui avait nécessité chirurgie et radiothérapie, et une insuffisance rénale qui avait presque mis fin à sa vie, jusqu'à ce que son mari lui donne l'un de ses propres reins pour la maintenir en vie. Erwin n'était pas seulement présent pour la douleur privée, mais aussi pour l'héritage public. Il a soutenu la création de Tina, The Tina Turner Musical, présenté pour la première fois dans le West End de Londres en 2018, puis à Broadway. Il se tenait à ses côtés lors des soirées d'ouverture, souriait aux caméras, l'accompagnait devant des foules qui hurlaient son nom. Mais jamais il ne cherchait à attirer la lumière. Il est apparu dans le documentaire HBO Tina en 2021, non pas comme une figure mise en scène, mais comme le fil discret qui avait maintenu sa vie ensemble pendant près de 40 ans. Lorsque le documentaire est sorti, Tina avait déjà commencé à se retirer du regard public. Sa santé était fragile, mais son esprit demeurait intact. À bien des égards, elle faisait enfin ce qu'elle avait toujours désiré, se reposer. Après des décennies à tout donner sur scène, elle n'avait plus rien à prouver. Elle avait finalement déposé ses fardeaux, assurée de son héritage, en sécurité chez elle, enveloppée par l'amour constant d'un homme qui n'avait jamais cherché à la changer, seulement à la protéger. Ces dernières années furent une contradiction. Physiquement douloureuse, mais émotionnellement apaisée. Elle avait mal dans le corps, mais la paix dans l'âme, parce qu'elle y était parvenue. Elle avait brisé le cycle. Elle était sortie de l'abus, du deuil, du silence culturel, et avait transformé tout cela en quelque chose de durable. Un nouveau chapitre pour Erwin Bach. Après la mort de Tina Turner, Erwin Bach a disparu de la scène publique.
L'homme qui s'était tenu discrètement aux côtés de l'une des femmes les plus puissantes de la musique semblait soudain vidé. Son chagrin n'était pas théâtral, mais profond, viscéral. Quelques jours après sa disparition, il fut aperçu devant leur maison, le château algonquin à Küsnacht, en Suisse, arrangeant soigneusement les fleurs déposées par les fans silencieux vêtus de noir, des lunettes de soleil cachant des yeux rougis. Il ne parlait pas, mais tout en lui disait « J'ai perdu mon monde ». Pendant près de 40 ans, Tina avait été sa boussole, son foyer, sa raison d'être. Sans elle, le silence du domaine au bord du lac devait être insupportable. Des amis racontent qu'il errait dans les couloirs qu'elle remplissait autrefois de rires et de musique, déposant encore des fleurs sur le rebord de fenêtre qu'elle préférait. Mais le temps, comme Tina le savait, ne s'arrête pas pour le chagrin. En août 2024, plus d'un an après la mort de Tina, Erwin Bach a été vu pour la première fois, entrant prudemment dans un nouveau chapitre de sa vie, l'occasion. Une réunion privée à Stäfa, l'un des lieux les plus pittoresques et confidentiels du lac de Zurich, où l'élite suisse organise souvent des soirées estivales discrètes. Parmi les banquiers, philanthropes et amis de longue date, se trouvait Erwin, visiblement amaigri, vêtu simplement d'un costume bleu marine, mais avec une chaleur dans le regard qui n'avait plus été vue depuis avant la mort de Tina. À ses côtés se trouvait une femme que peu de gens reconnurent, Christina L., consultante en art américaine de 61 ans et veuve d'un célèbre musicien classique. Elle avait perdu son mari l'année précédente, emporté par un cancer. Comme Erwin, elle ne cherchait pas l'amour, seulement un espace pour respirer de nouveau. Ils s'étaient rencontrés discrètement quelques mois plus tôt, présentés par des amis communs lors d'un événement caritatif à Zurich. Selon une personne proche du couple, il n'y avait ni flirt, ni tension. Juste deux personnes parlant du chagrin et se sentant soudain moins seuls. Ils se sont liés davantage par le silence que par les mots. Peu à peu, l'amitié est devenue compagnie, et la compagnie quelque chose de doux et d'authentique. Contrairement à son histoire avec Tina, cette nouvelle relation était plus discrète, plus intime, entièrement dépourvue de mise en scène. « Ce n'est pas un amour avec des feux d'artifice », a dit l'un des amis d'Erwin, mais avec du calme et du respect. Et à ce stade de la vie, c'est une forme de miracle. Erwin a confirmé la relation dans une rare interview à un magazine suisse, fin août 2024. « Je suis reconnaissant pour ma vie et pour mon nouvel amour, dit-il, ému mais digne. Christina m'a aidé à me rappeler qui je suis sans le chagrin. J'aimerai toujours Tina. Cela ne s'arrête pas, mais c'est normal de ressentir de la joie à nouveau. » Il s'est empressé de préciser qu'il ne prévoyait pas de se marier ni de chercher la publicité. « Christina n'est pas une personnalité publique. Nous voulons protéger notre intimité, dit-il. La maison est plus silencieuse maintenant, et parfois c'est douloureux, mais nous la remplissons de musique, de lecture, de longues promenades et de souvenirs. Leur journée se déroule paisiblement. Baignade matinale dans le lac, soirée autour d'un verre de vin et de disques de jazz, voyages occasionnels à Berlin ou Venise pour le travail de Christina. Elle n'a aucune présence sur les réseaux sociaux, et Erwin refuse presque toute photo. Cette étape de la vie n'a pas besoin d'être capturée, a-t-il confié à un ami. Elle a seulement besoin d'être vécue. Certains fans de Tina ont été surpris par la nouvelle. Trop tôt? Avait-il tourné la page trop vite? Mais la plupart de ceux qui connaissèrent le couple et avaient en vue l'amour indéfectible d'Erwin tout au long des années les plus sombres de Tina, comprirent que ce n'était pas oublié. C'était honorer Tina en continuant la vie qu'elle avait lutté pour lui offrir. Comme l'a dit une amie de Tina, Tina aurait voulu ça. Elle voulait qu'Erwin vive. Pas seulement survivre, vivre. Leur domaine, autrefois sanctuaire pour Tina et Erwin, est devenu un refuge plus silencieux, un lieu où les souvenirs cohabitent avec le renouveau. L'homme qui avait donné un rein pour sauver la reine du rock'n'roll marche aujourd'hui sur les mêmes sentiers de jardin, non plus dans le deuil mais avec une gratitude tranquille.
Au final, Erwin Bach n'a pas seulement survécu à la mort de Tina, il l'a honorée en choisissant de vivre. La vie de Tina Turner fut marquée par la réinvention, mais aucune transformation n'a été plus puissante que celle qu'elle a vécue dans l'amour. Avec Erwin Bach, elle n'a pas seulement trouvé la sécurité. Elle a trouvé la joie, la patience et une forme de dévotion tranquille qui n'avait jamais eu besoin d'un projecteur. Il était là, non pas comme manager, partenaire de scène ou admirateur, mais comme un homme qu'il a choisi, chaque jour, sans condition. Qu'est-ce qui, selon vous, définissait le plus leur relation? Le don de rein, des décennies de loyauté ou toute autre chose? Dites-nous votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et partager si l'histoire de Tina vous a touché autant qu'elle nous a touchés.